Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais amener quelques compléments en effet, à la présentation d'Hélène, plus sur les aspects justement dégradation, plus particulièrement biodégradation microbienne de résidus pesticides dans les sols. Bon, ces travaux ont été menés dans le cadre de Casagro, donc à notre UMR Eco6, donc en partenariat avec mes collègues Lorbiomé, avec le soutien d'Emma aussi pour collecter notamment tout l'historique des différentes parcelles, même si tous les résultats là aussi n'ont pas encore pu être traités. Et bon, cet exposé va s'articuler, s'articulera en fait avec une petite introduction, ensuite une partie bibliographique pour avoir l'empreinte de certaines pratiques, les effets de certaines pratiques sur la biodégradation, et puis ensuite les résultats vraiment obtenus dans le cadre de ce projet qui recoupe avec les molécules, la biodégradabilité de certaines molécules qu'Hélène a identifiées comme potentiellement problématiques. Voilà, donc le contexte un petit peu du devenir des pesticides dans l'environnement, principalement ça va être de réduire finalement les impacts environnementaux de ces pesticides. Et pour cela, il faut bien entendu comprendre les processus et les interactions de ces processus qui contrôlent leur devenir. Et potentiellement, bien identifier des pratiques qui peuvent permettre du moins d'optimiser leur dissipation, bien entendu conserver l'effet phytosanitaire souhaité, mais optimiser leur dissipation, justement en influençant des processus impliqués dans la stabilisation de ces résidus dans les sols, voire mieux leur dégradation. Donc en effet, les sols ont un pouvoir tampon relativement important par rapport aux contaminants, avec donc différents processus qui vont réguler le devenir de ces pesticides, la rétention, la dégradation, la stabilisation et le transfert qu'Hélène nous a présenté tout à l'heure, et qui modulent au final l'expression et le caractère polluant de ces pesticides, ainsi que leur rémanence dans les écosystèmes. Bon, je ne vais pas reprendre cette petite animation qu'Hélène nous a présentée tout à l'heure déjà. Je vais juste insister sur ce qui se passe finalement une fois que les pesticides sont dans le sol, donc à ce moment-là, où il va y avoir une interaction un petit peu entre vraiment la phase solide du sol, les argiles, les matières organiques, qui vont, eux, plutôt chélater les pesticides par ce qu'on appelle des processus de sorption et désorption en fait sur ces matrices, et donc finalement réguler une sorte de biodisponibilité des pesticides dans les sols. Et face à cela, on a les micro-organismes qui, eux, peuvent justement avoir un potentiel de dégradation et l'exprimer s'ils ont accès à ces pesticides. Voilà, donc là, on peut avoir une notion un peu de compétition ou de complémentarité entre ces processus de sorption-désorption qui peuvent contribuer à une stabilisation à plus ou moins long terme des molécules et expliquer la rémanence, et les capacités de biodégradation microbienne qui peuvent contribuer justement au contraire à leur dissipation, mais si tant est que les molécules soient biodisponibles à long terme. Voilà, bon, bien entendu la production de différents métabolites par voie biologique ou abiotique qui peuvent ensuite s'échanger et contaminer les ressources en eau. Donc on a bien un rôle tampon du sol qui peut être éventuellement piloté au niveau volumique. Voilà, donc bien entendu ces processus varient selon les familles de pesticides, selon les caractéristiques physico-chimiques des molécules. Et on a également une forte influence des conditions pédoclimatiques, mais également de certaines pratiques dont on va un petit peu voir quelques exemples. Donc, plus particulièrement, la fonction de biodégradation microbienne des pesticides, c'est une fonction clé des sols agricoles qui va être assurée donc, par des bactéries, des champignons également. Et finalement, la biomasse microbienne dégradante n'est souvent qu'une partie de la fraction totale, de la biomasse microbienne totale. Donc, avec des bactéries qui peuvent être plus ou moins adaptées, comme on va le voir par la suite. Donc, en effet, on va avoir différents types de métabolismes microbiens qui peuvent influencer cette biodégradation des pesticides, à savoir des métabolismes plutôt spécifiques, des voies de métabolisme spécifiques, ou alors des voies par cométabolisme. Alors, dans le cas du métabolisme spécifique, il faut voir que là, on a plutôt affaire à des communautés microbiennes, à des populations microbiennes qui vont s'être adaptées à la dégradation d'un pesticide en particulier, qui vont avoir acquis des gènes de dégradation spécifiques, finalement, pour tirer bénéfice de la dégradation de ce pesticide, c'est-à-dire en tirer de l'énergie, en tirer du carbone, en tirer pourquoi pas de l'azote, l'exemple de l'atrazine qui est quand même assez riche en azote, ou pourquoi pas en tirer du phosphore, ça c'est parfois décrit pour le glyphosate. Voilà. À l'inverse, on peut avoir également des voies de cométabolisme. Alors là, le cométabolisme, si vous voulez, le pesticide finalement il est dégradé parce qu'il est identifié comme un agent stressant, un agent polluant. Et donc dans des métabolismes finalement de dégradation oxydative un petit peu cellulaire, qui peut avoir recours par exemple à des cytochromes P450, vous pouvez avoir une transformation de la molécule, mais là souvent la molécule n'est que transformée en un métabolite,
Et ceci se fait également en présence d'énergie entrée par ailleurs. Donc on aboutit finalement à des processus de dégradation qui peuvent être totaux. Donc là, quand je parle de dégradation totale, on peut parler de minéralisation. Là, dans ce cas-là, le pesticide finalement est complètement déboulonné, si vous voulez, donc par une ou plusieurs espèces microbiennes, en carbone, en azote, en phosphore. Et on peut parler d'une dissipation totale du pouvoir polluant dans ces cas-là. Mais dans bien des cas, comme l'a dit Hélène, cette voie de minéralisation complète est assez partielle. Et dans bien des cas, en fait, on a plutôt la production de produits de transformation qui peuvent ou non s'accumuler et qui peuvent ou non être identifiés parce qu'on les connaît vraiment pas tous. Voilà, donc en fait, ceci, ça recoupe un peu la notion également de coopération métabolique des micro-organismes au sein de consortia pour justement optimiser cette dissipation cette dégradation des molécules. Donc là, un petit exemple avec une molécule qui est le diuron, donc une molécule bien connue, où on connaît différentes espèces microbiennes responsables de certaines étapes finalement de la dégradation. Donc quand on considère quand on essaye de dégrader le diuron, avec certaines de ces communautés prises isolément les unes des autres, vous voyez qu'on arrive ici à des taux de minéralisation, donc la minéralisation, dégradation totale. Minéralisation, c'est l'émission du carbone contenu dans le pesticide sous forme de CO2. On obtient des taux inférieurs à 10% de minéralisation. On peut même, dans certains cas, quand on a une certaine bactérie qui va intervenir à certains niveaux mais s'arrêter, avoir l'accumulation de métabolites dans le milieu. Donc là, par exemple, l'accumulation de la 3,4-DCA, qui est entre guillemets, ici, un métabolite qui est connu pour être jusqu'à 100 fois plus toxique que le diuron. Donc là, on peut, bien entendu, si le processus est incomplet, aboutir finalement à un problème plus important qu'il ne l'était à l'origine. Alors enfin, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on possède finalement dans notre milieu ou dans différents systèmes finalement des consortia équilibrés entre ces différentes souches, on va avoir une maximisation du processus de transformation, donc qui peut donc aboutir à une meilleure minéralisation et une meilleure dissipation du contaminé. Voilà, donc pour terminer, on peut avoir également un autre aspect de cette biodégradation microbienne qui peut recouper ce dont je vous ai parlé par rapport au métabolisme spécifique, à savoir l'adaptation microbienne à une dégradation accélérée. Tout à l'heure, je vous ai parlé du métabolisme spécifique, comme finalement le métabolisme qui découle de l'acquisition de gènes de dégradation spécifique d'une molécule. Eh bien, c'est en effet ce qu'on trouve dans les cas de métabolisme accéléré de dégradation des pesticides. Les bactéries, finalement, du fait des applications répétées de molécules, se sont adaptées à ces molécules pour en tirer un bénéfice pour elles, à savoir, pourquoi pas, prélèvement de nutriments. Donc ceci avait été mis en évidence il y a quand même pas mal d'années, notamment avec la molécule modèle pour la trazine, qui posait beaucoup de problèmes dans les années 90, où on voit ici, donc, où vous avez la comparaison d'une monoculture de maïs, qui est annuellement, bien entendu, recevée de la trazine, comparée à des sols issus d'une prairie permanente, voire d'une monoculture de blé, qui eux ne recevaient pas d'atrazine. Donc sur ces diagrammes, que je vais pas mal sur le type de représentation que je vais m'appuyer par la suite pour d'autres résultats, vous avez en fait ici la proportion de pesticides initialement mis, ici le temps, et après différentes fractions qui sont représentées, qui représentent ici par exemple la part de pesticides minéralisés, donc dissipation totale, la part de molécules mères dans le temps, ou alors la part de résiduliers. Donc les résiduliers, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sont ces pesticides qui restent sous forme de résidus, difficilement extractibles dans les sols, suite à leur pélation. Voilà, donc ce que l'on voit, c'est que bien entendu, ici, il semblerait que les monocultures de maïs, du fait de l'application récurrente d'atrazine, aient développé une sorte de capacité à minéraliser cette atrazine de façon accélérée. Et ce qui contribue, in fine, à avoir moins de résiduliers dans les sols à long terme, mais également moins de molécules mères par rapport à des parcelles n'en ayant jamais reçu. Donc, bien entendu, cette intensité de traitement qui va induire l'adaptation de micro-organismes et une minéralisation accélérée, d'un côté, ça va permettre en effet une dissipation accrue de caractère polluant, mais d'un autre côté, dans certaines parcelles, ça pose également le problème d'effets phytosanitaires, à savoir qu'on a mis parfois des cas où il fallait augmenter les doses et les fréquences d'application puisqu'on perdait l'intérêt phytosanitaire. Donc ceci, bien sûr, est à réfléchir en termes de gestion un peu à long terme des épandages et des traitements. Il faut veiller justement à ne pas sélectionner, comme on sélectionnerait les plantes de résistance, ne pas non plus sélectionner trop des communautés dégradées. Alors, au niveau méthodologique, comment est-ce que l'on mesure ceci?
Alors on peut avoir deux types d'approches, donc plutôt une approche qui va reposer sur la mesure du métabolisme et du devenir de la molécule. Donc dans ces cas-là, souvent on prélève les échantillons dans l'environnement. Comme l'a dit Hélène, comme on travaille là sur du vivant, on va essayer de pas sécher l'échantillon. Dans notre cas, également, on évite de le plonger, donc on travaille en échantillon frais, ce qui peut poser pas mal de problèmes donc, au niveau logistique et coordination de tout ceci quand on a beaucoup d'échantillons. Ensuite, on le ramène au laboratoire, et au laboratoire, là, on va justement le contaminer, là, avec une molécule qui va être marquée au carbone 14. Et en fait, ce marquage au carbone 14 nous permet après de réaliser des bilans et de savoir en fait quelle va être la part de molécules mères qui peut être minéralisée sous forme de CO2. Le CO2 est capté par de la soude, par exemple. Et on peut doser CO2 dans le marqué au carbone 14, donc on a la proportion de pesticides minéralisés. La proportion qui peut être extraite avec des extractants plutôt doux, c'est ACL2, ça serait représenté par, ça représente une extraction plutôt douce qui peut être ruisselée ou lessivée. L'extraction méthanol, c'est plutôt des résidus qui sont fortement, moyennement absorbés donc, dans les sols. Et après, on peut avoir la fraction également de résidus durablement séquestrés par le sol qui, eux, sont inextractibles, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas ressortir dans les dosages chimiques. On peut donc penser, parfois, quand on identifie des molécules avec une forte proportion de résidus non extractibles, eh bien, quand on réalise des dosages par chimie froide, comme l'a présenté Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire que les barres pourraient monter encore plus haut par rapport à ce qui est détecté. Voilà. On peut également identifier des métabolites de cette façon-là. Alors, en complément, nous ne l'avons pas fait, nous, au cours de ce projet, on peut également réaliser finalement une quantification de l'abondance et de l'activité des micro-organismes dégradants. Donc ceci par des techniques assez classiques, des techniques pastorielles, où on isole finalement les micro-organismes potentiellement dégradants. Là on peut les mettre sur des milieux de culture où on leur donne uniquement comme source de nutriments et d'énergie, par exemple, la molécule de pesticides, ça nous permet d'isoler les micro-organismes d'intérêt, et par la suite de les caractériser métaboliquement, mais également de les caractériser donc, par des approches de biologie moléculaire pour aller identifier les gènes de dégradation et potentiellement par la suite utiliser ces gènes de dégradation comme des indicateurs de l'abondance et de l'activité de ces micro-organismes dans les environnements. Bon, ces gènes de dégradation, aujourd'hui, on les connaît relativement bien pour certaines familles de molécules comme les triazines, qui sont relativement peu utilisées aujourd'hui. Les phénylurées, certains gènes sont connus pour le glyphosate, mais également des molécules comme le DKT. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter quelques diapositives issues de la littérature concernant les importances, par exemple, l'importance de facteurs pédoclimatiques sur la biodégradation. Donc tout d'abord, le rôle du pH sur cette biodégradation. Bon, on peut avoir, ici, vous voyez par exemple, pour l'atrazine, on a finalement une augmentation de la minéralisation, donc des boulonnages complets de la molécule, avec l'augmentation du pH dans les sols. Donc on voit un petit peu un point de basculement quand même autour de la neutralité, ici. Donc alors comment cela peut s'expliquer? On peut avoir un double effet donc, du pH sur cette biodégradation des pesticides. Tout d'abord, le pH va influencer finalement l'état d'ionisation de la molécule. Et une molécule qui va être ionisée sous certaines formes va pouvoir s'accrocher plus fortement au sol. Et si elle est accrochée fortement au sol, les micro-organismes y auront moins accès en fait, et auront une activité donc, de dégradation un peu plus faible. Également, ce qu'il faut voir, c'est que les pH acides ne sont pas connus pour favoriser l'activité microbienne. Donc, il ne faut pas se donner également ici que des pH neutres, voire légèrement basiques, puissent permettre une meilleure biodégradation. Donc là, ça serait plus par rapport à des processus de cométabolisme recrutant une plus grande partie de la biomasse microbienne. En ce qui concerne maintenant le rôle de l'humidité, toujours par rapport à la pourcentage de dégradation de molécules initialement présentes, vous voyez qu'on va avoir un maximum de biodégradation potentielle, bien entendu, donc à des niveaux d'humidité, on va dire, qui vont être intermédiaires. Alors ceci peut s'expliquer également par une modulation de l'activité microbienne, mais également par une modulation finalement de la biodisponibilité de la molécule. À des niveaux d'humidité trop faibles, vous avez une vie microbienne qui peut être limitée. À l'inverse, à des niveaux d'humidité un peu trop élevés, là vous avez des processus aérobiques qui vont être minimisés, plutôt des processus anaérobiques qui se mettront en place. Et on peut avoir également une répression de l'activité microbienne de dégradation à ces niveaux-là. Voilà. En ce qui concerne par exemple le rôle de la température, alors ici je suis désolé si vous voyez peut-être pas trop là les abscisses. En gros, ce qu'on a, c'est qu'ici on a à chaque fois donc, la température la plus élevée ici de 25-28 degrés, et ici une température de 4 degrés, et intermédiaire une température de 15-18 degrés.
Bon, la température intermédiaire, c'est plus la température réelle des sols, bien que même on puisse être plutôt autour des 10-12 degrés la plupart de l'année, notamment dans le tiers nord de la France. Donc ce que l'on peut constater ici, pour deux molécules, que sont donc, le glyphosate à gauche et puis la sulfotrione, donc tricétone à droite, sur différents types de sols, ici, ce que l'on peut constater, c'est qu'avec l'augmentation de la température, cette fraction-ci, qui est la fraction minéralisée, donc qui permet la dissipation du potentiel pouvoir polluant, eh bien cette fraction, elle augmente avec l'augmentation de la température, bon, principalement en effet du fait que l'augmentation de la température va favoriser le métabolisme microbien et donc l'activité microbienne. Voilà. Ce que l'on observe également, c'est que globalement, entre les différents types de sols, on a quand même un pattern finalement assez similaire, relativement similaire. Ce que l'on peut également voir, c'est qu'à faible température, il semblerait notamment dans ce cas présent ici, mais également ici pour le glyphosate, qu'on ait, du fait peut-être d'une minéralisation plus faible, et bien l'accumulation de plus de métabolites. On aurait plus de métabolites produits à faible température. Donc ceci peut être à réfléchir, notamment par rapport aux applications automnales de certaines molécules, qui vont après passer l'hiver au niveau du sol et qui auront des processus de vieillissement peut-être différents des molécules appliquées au printemps qui pourraient être plus rapidement dégradées. Donc voilà, les risques peut-être accrus dans le climat froid ou à certaines périodes de l'année par rapport à une dégradation minimisée que la température. Alors l'effet des amendements, ici je vous présente une diapo concernant les amendements organiques, donc qui sont de plus en plus réalisés en termes de valorisation de différents résidus de matière organique, tels que des bouts de station d'épuration traitée ou alors également donc, des fumiers ou différents lisiers. Donc toujours pareil, le pourcentage de pesticides appliqués initialement, donc différentes molécules, donc le glyphosate, la pandiméthaline dont on a parlé tout à l'heure, l'atrazine et le méthylfurométhyle. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a donc deux types de conditions ici. Le sol-sol, donc dissipation du pesticide dans le sol-sol, et donc dissipation du pesticide dans le sol amendé avec du compost. Et ce que l'on constate, c'est que dans ce cas-là, la fraction finalement minéralisée et l'augmentation des résidus liés au sol ici en noir, finalement, vont avoir un comportement finalement antagoniste. Donc là, on a vraiment la notion de compétition. D'un côté, si on minéralise moins, on va former plus de résidus liés. Et de l'autre côté, si on minéralise plus, on aura moins de résidus liés. Et donc l'effet du compost, dans ce cas-là, ça va être de diminuer la fraction minéralisée globalement sur toutes les molécules, potentiellement augmenter la part de métabolites également. Et parallèlement à ceci, c'est augmenter également la fraction de résidus liés. Donc ceci peut s'expliquer en fait plutôt par une limitation de la biodisponibilité des molécules pour le métabolisme microbien, à savoir que les composts, en rajoutant de la matière organique qui est plutôt également assez mature, assez unifiée, peuvent finalement induire une chélation des molécules et donc la formation de résidus liés et minimiser la minéralisation. Également, vous allez apporter une ressource nutritive assez importante en termes de carbone et d'azote, et par conséquent, limiter justement l'intérêt des micro-organismes à aller chercher ce carbone et cet azote dans les molécules de pesticides. Voilà. Un dernier exemple avant de passer aux résultats concernant Casagro, ce qui a été mis tout à l'heure par Hélène en termes de devenir des molécules qui peuvent être interceptées justement par les plantes. Donc les molécules qui peuvent être absorbées ou absorbées justement par les tissus végétaux. Donc là l'exemple se base finalement sur l'absorption de glyphosate répandu sur différentes cultures, comparaison avec le sol ici, ou alors prise en compte donc, de glyphosate pris dans les cultures et ensuite assimilé au sol au cours de la minéralisation du résidu végétal. Donc ce que l'on constate, c'est que la fraction minéralisée ici en vert est considérablement plus importante quand la molécule atterrit directement sur le sol que lorsqu'elle est finalement interceptée puis minéralisée au cours de la restitution du résidu. Donc ceci peut s'expliquer par une question de disponibilité des molécules pour le glyphosate. Et pour la sulfotrione, finalement une autre molécule, on observe également quelque chose de relativement similaire avec une fraction minéralisée. Alors non, excusez-moi, pour le cas de la sulfotrione, on a un résultat qui est légèrement différent. Bon, la fraction minéralisée peut être un peu plus importante,
En revanche, ce qui va beaucoup changer, c'est finalement la fraction extractible et mobile. Ici, on va avoir une formation très importante de résidus liés, alors que pour le glyphosate, on avait à peu près les mêmes quantités. En revanche, dans le cas des molécules qui atterrissent directement au niveau du sol, on va avoir une mobilité potentielle vraiment élevée de cette molécule. Donc ceci est à relier bien sûr aux différences de caractéristiques physico-chimiques de ces deux molécules. Voilà, donc les effets finalement dépendent de la molécule, et les pesticides qui sont absorbés ou absorbés par les plantes finalement vont avoir une tendance à persister plus longtemps donc, dans l'environnement. Ici vous voyez donc la fraction extractive et les résidus liés. Ici la fraction extractive et les résidus liés, alors qu'ici elle est relativement plus. Alors en ce qui concerne maintenant les quelques résultats concernant des molécules qui ont pu être identifiées comme molécules plus ou moins problématiques par rapport au projet. Donc là nous avons mené donc, sur un nombre de parcelles relativement limité, en choisissant ces parcelles plutôt dans des contextes pédoclimatiques relativement proches, sachant qu'on a quand même une grosse variabilité qui est due au contexte pédoclimatique. Mener notre étude donc sur différents sites, plutôt des luvisols avec un climat plutôt océanique, et des parcelles qui étaient systématiquement donc, soublées avec des prélèvements donc, printaniers. Donc nous avons réalisé une comparaison des capacités de biodégradation en milieu sous conduite d'agriculture conventionnelle et sous conduite d'agriculture biologique ou zéro pesticide. Le choix des molécules s'est fait par rapport aux historiques de traitement et à certaines molécules identifiées comme potentiellement assez rémanentes. Les échantillons ont été ramenés au laboratoire et contaminés avec des molécules marcocarbone 14 pour réaliser justement des bilans concernant leur devenir dans les sols, avec un suivi de la biodégradation. Donc les résultats concernant donc, tout d'abord la comparaison par exemple de deux sites afin de se rendre compte éventuellement d'une variabilité due au pédoclimat. Donc vous avez en ligne continue les parcelles, les résultats concernant la biodégradation dans les parcelles conventionnelles et en ligne pointillée les résultats correspondant aux parcelles zéro pesticide ou agriculture biologique. Et ce pour différentes molécules de couleur. Donc ce que l'on constate, c'est que pour certaines molécules comme le 2,4-D, on peut avoir des potentiels de minéralisation qui peuvent être assez proches entre les deux parcelles. En revanche, pour d'autres molécules, si on prend l'exemple notamment par exemple de l'isoproturon ou du glyphosate, vous remarquez qu'on a quand même des variations assez considérables en termes de potentiel de minéralisation de ces molécules donc, entre ces deux parcelles. Donc là, on met en effet en évidence donc, un effet des sites qui peut être relativement important. Ce que vous voyez également, c'est que vous avez une sorte de gradient de potentiel de minéralisation pour toutes les molécules. Donc, certaines molécules vont se dégrader de façon similaire sur certains sites. Sur d'autres sites, ça va être relativement différent. Bon, une constante, la couleur bleue ici, qui donc représente le fameux époxyconazole, où l'on constate que, quel que soit le site, on reste à des niveaux de minéralisation extrêmement faibles. Voilà, donc en termes de potentiel de minéralisation, les molécules comme le 2,4-D ou le glyphosate, finalement, ont des capacités de minéralisation relativement plus importantes que les autres. L'isoproturon subit des variations relativement importantes. Alors ceci, on le verra par la suite, est rattaché justement à l'historique des parcelles. Ces parcelles-ci avaient eu des épandages d'isoproturon relativement récentes, avec une biomasse microbienne spécifique adaptée à leur minéralisation, alors que les parcelles de rennes, beaucoup moins. Alors en ce qui concerne maintenant l'effet finalement du système de culture, là on a isolé les molécules séparément les unes des autres, donc l'isoproturon, le glyphosate et la pendiméthaline ici. Donc ce que l'on constate, c'est que pour l'isoproturon, tout comme pour le glyphosate pour certaines molécules, on a des potentiels de minéralisation en système conventionnel qui sont, comme on l'entendait d'après notre hypothèse, plus élevés qu'en système biologique. Donc ceci est assez clair au niveau de l'isoproturon ici. Notamment, donc ceci, ça c'est pour les parcelles de Versailles. En ce qui concerne le glyphosate, ce que l'on observait au niveau des parcelles de Versailles pour l'isoproturon, on ne l'observe pas, des potentiels de minéralisation qui sont tout à fait comparables entre les systèmes biologiques ou conventionnels. Il en est également de même à Mons. Et ce que l'on voit pour le site de Rennes, c'est que là, on a du glyphosate qui peut être potentiellement aussi bien minéralisé, voire mieux minéralisé en système biologique
par rapport donc, au système conventionnel. En ce qui concerne la pendiméthaline, donc la pendiméthaline, on a donc des minéralisations, bon, si vous constatez l'échelle, hein, qui sont quand même beaucoup plus faibles que pour les autres molécules, avec donc des différences potentiellement significatives. Bon, ici, il faudrait aller un peu plus loin, donc avec plus de minéralisation en système biologique qu'en conventionnel, et ici des choses relativement similaires entre les deux systèmes. Donc là, dans ces cas-là, on peut mettre en évidence, selon les sites et selon les molécules, en effet, finalement, une adaptation donc, à la dégradation de certaines molécules, notamment l'isoproturon, suite à la récurrence des traitements. Donc là, ce que nous souhaitons faire, c'est aller justement un petit peu plus loin en fouillant un petit peu ces historiques d'application. Là, on a déjà des données partielles qui remontent jusqu'à 5 ans, voire 10 ans d'application en arrière, pour calculer en fait des cumuls d'IFT ou des cumuls de quantité, et essayer de corréler ça justement aux évolutions des potentiels de dégradation. Donc ce qui également ressort de ces résultats qui nous a assez étonné au début, c'est finalement le potentiel de minéralisation d'agriculture biologique et zéro peste qui est loin d'être négligeable, ce qui nous indique qu'on a un maintien tout de même de métabolisme et donc de souches microbiennes dégradantes dans ces systèmes. Alors comment se réalise après cette dégradation? Est-ce que c'est toujours des micro-organismes qui étaient dormants, avec des gènes spécifiques, notamment pour l'isoproturon, ou alors est-ce qu'on a des mécanismes de dégradation par cométabolisme, c'est-à-dire des choses de façon un petit peu spécifique? Là, c'est sur ces points-là que nous voudrions aller un petit peu plus loin, en caractérisant justement au niveau génétique, par différentes approches biomiques, les communautés et les potentiels gènes de dégradation ainsi que leur activation. Alors en ce qui concerne maintenant deux molécules qui ont été observées pour être assez rémanentes dans les sols, donc l'époxyconazole et la pendiméthaline. Donc ici vous avez la proportion donc, justement de différentes fractions du pesticide initialement appliqué. Donc en violet vous avez les résiduliers, donc ces molécules qui restent très longtemps dans les sols, qui sont vraiment absorbées. On ne voit pas avec les approches de chimie froide classique. Ici, vous avez les molécules qui sont potentiellement extractibles, donc avec des solvants ou à l'eau. Donc vous voyez qu'ils représentent finalement une grande majorité donc dans les deux cas pour ces deux molécules. Et les fractions minéralisées qui sont extrêmement faibles. Donc dans ces cas-là, finalement, on a vraiment de faibles potentiels de minéralisation et donc de dégradation. Finalement, c'est ce qui pourrait expliquer leur rémanence qu'on observe aussi bien en système conventionnel, mais en système biologique également, donc dans les différentes parcelles qu'on a pu suivre. Et vous voyez que là, on n'a vraiment aucune influence du système de culture apparente, en tout cas, sur le devenir de ces molécules. Voilà. Donc là, c'est quelque chose d'assez consistant et qui tend en effet à indiquer que les paramètres tels que la DT50 peuvent être de bons indicateurs pour prévoir éventuellement certaines molécules à problème et en tout cas expliquer ce genre de choses. Alors, on a essayé d'aller plus loin avec le jeu de données qu'on avait, mais essayer de faire des corrélations multiples un petit peu pour voir quels sont les facteurs explicatifs de telle ou telle de l'activité de biodégradation. Donc, en ce qui concerne les facteurs biologiques qu'on avait, on avait des mesures de biomasse microbienne, de biomasse fongique. Donc, on a essayé de tenter des corrélations, des mesures de respiration. Bon, on voit qu'il ne ressort pas grand-chose. Donc, finalement, la biomasse microbienne totale ne serait pas forcément un bon indicateur, en tout cas, des capacités de biodégradation d'un sol par rapport aux pesticides. Et justement, on tend à s'intéresser, ce que je disais tout à l'heure, avec des marqueurs génétiques, à une biomasse microbienne plutôt spécifique, comme indicateur des potentiels de minéralisation d'un sol. En ce qui concerne maintenant d'autres paramètres, tels que les facteurs physico-chimiques du sol lui-même, l'argile, la matière organique ou le pH, donc ce que l'on observe, c'est qu'on a certaines corrélations, soit positives, soit négatives. Donc corrélation négative avec le carbone organique. Tout à l'heure, je vous avais donné l'exemple, par exemple, des amendements organiques. Là, on peut avoir un piégeage finalement des molécules de pesticides dû à ce carbone organique qui va les rendre moins disponibles pour les micro-organismes et donc diminuer le potentiel de biodégradation. Ce qui ne veut pas dire que la stabilisation à long terme sous forme de résidulier va diminuer. Elle peut en effet supplanter un peu la dégradation pour finalement contribuer à la dissipation des molécules. On a également le pH, lui, qui comme l'exemple que je vous ai montré avec l'atrazine, finalement, qui semble également être valable pour différentes autres molécules. Donc l'augmentation du pH semblerait favoriser la dégradation donc, des pesticides. Ensuite, par rapport aux historiques de traitement, donc là on a essayé de corréler un petit peu les différentes quantités, les fréquences d'apport depuis 2009, les quantités apportées depuis 2009, voire un IFT moyen qu'on a pu calculer. Et ce que l'on voit, c'est que pour certaines molécules, alors avec
certaines plus ou moins attendues, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein, par rapport au 2,4D ou à l'isoproturon. On a la fréquence justement des applications, également l'IFT moyen, qui semble être corrélé donc, aux capacités de biodégradation. Donc ceci peut-être et principalement dû d'ailleurs à l'adaptation d'une biomasse microbienne spécifique à ces molécules. Voilà. En revanche, vous voyez ici une corrélation négative assez forte de l'époxyconazole par rapport aux quantités étendues, ce qui recoupe ce qu'on observait sur un site où l'époxyconazole était légèrement mieux minéralisé en système biologique. Et bien dans ces cas-là, finalement, on peut suspecter le fait que l'époxyconazole impacte la biomasse fongique, qui pourrait donc justement contribuer à sa dégradation. Et donc, dans ces cas-là, ben, on a finalement une inhibition de cette dégradation avec l'augmentation des appels. Donc, en conclusion, le potentiel de biodégradation microbienne des sols va dépendre des molécules, donc des facteurs pédoclimatiques, voilà, également de facteurs microbiens. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut qu'on creuse aujourd'hui, notamment dans l'identification et la caractérisation de populations dans le sol plus ou moins adaptées, de comprendre éventuellement l'organisation de certains consortia qui peuvent favoriser la dégradation de ces molécules, et également voir comment les historiques de traitement peuvent moduler justement l'expression de ce potentiel microbien de dégradation dans les sols. Donc, la biodégradation également est-elle supérieure à l'agriculture conventionnelle? Oui, on l'a observé alors sur un nombre de sites plus ou moins important donc pour certaines molécules, comme le 2,4D ou l'isoproturon. Et pour d'autres molécules, nous n'observons pas forcément ces tendances, notamment pour les molécules les plus rémanentes, comme l'époxyconazole ou la paniméthaline. En ce qui concerne les capacités de biodégradation que nous suspections fortement diminuées, voire qui auraient pu disparaître en agriculture biologique du fait de la levée des pressions de sélection, eh bien ce n'est pas le cas. Même dans les parcelles après 19 ans de conversion, elles restent relativement importantes envers des pesticides comme le glyphosate, mais surtout encore plus le 2,4D ou l'isoproturon, donc qui peuvent nécessiter en fait la présence de micro-organismes spécifiques pour leur dégradation. Eh bien, ces micro-organismes pourraient rester en dormance et finalement être réactivés donc, par ne serait-ce qu'une exposition au laboratoire assez courte. Voilà, donc là je vais terminer avec deux diapositives sur finalement des perspectives d'innovation en termes d'application de ces connaissances fondamentales de biodégradation des pesticides donc, à des pratiques agricoles par exemple. Donc tout d'abord, une par rapport à la pratique d'épandage. Donc là, c'est des travaux assez récents qui sont développés par l'équipe de Clermont-Ferrand. Donc concernant l'inoculation de micro-organismes dégradants, avec finalement la formulation d'épandage. Donc les travaux qui sont en cours ont déjà montré que finalement, ici, selon les conditions, vous avez le sol seul, le sol plus les bactéries qui dégradent la molécule. Ici, le sol traité à l'herbicide, et ici, le sol traité à l'herbicide plus les bactéries. Donc là, vous avez le T0, là, vous avez après l'effet des molécules. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que l'effet herbicide, finalement, est conservé quand on rajoute la bactérie dégradante en même temps que l'application de l'herbicide. Donc là, finalement, l'effet phytosanitaire est conservé. Et maintenant, qu'en est-il en termes de la diminution des risques éventuellement associés à la biodégradation qui serait réalisée? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que le 2,4D, dans le cas où la bactérie est présente, vous avez quand même une diminution relativement drastique de la DD50 de cette molécule. Et donc, ceci indique que l'on a une réduction donc, de l'impact environnemental due finalement à sa stratégie d'application. Bon, bien entendu, ceci, c'est des recherches qui sont pour l'instant en laboratoire. Le projet est en continuité avec notamment la collaboration avec les industriels. Un autre exemple, là, c'est plutôt un exemple en termes d'aménagement paysager, on pourrait dire, d'aménagement de bassin versant. Ceci concerne notamment le rôle tampon, donc vous avez peut-être entendu parler donc, des bancs enherbés, notamment autour des cours d'eau, donc ceci avait été utilisé notamment par rapport à des problématiques nitrates, mais ça peut être aussi utilisé par rapport à des problématiques pesticides. Donc typiquement sur des bassins versants relativement sujets au ruissellement, donc en zone viticole dans le Beaujolais. L'exemple d'une bande enherbée ici en aval d'une vigne et d'une bande enherbée qui est en aval d'une prairie. Donc les potentiels de dégradation avaient été caractérisés. Et ce que l'on constate, c'est que la bande enherbée en aval finalement de la prairie, ici en haut, la bande contrôle, a des potentiels relativement faibles, alors que la bande enherbée finalement en aval de la vigne a des potentiels de dégradation relativement importants. Alors ceci, ça s'explique
des transferts par ruissellement qui finalement contaminent cette bande enherbée et donc adaptent les micro-organismes, mais également par un transport actif des micro-organismes de la vigne vers la bande enherbée. Bon, des résultats plus récents ont même montré que ces micro-organismes pouvaient être transférés dans l'eau, où ils pouvaient finalement conférer au cours d'eau également un potentiel d'adaptation. Donc ceci, bien entendu, va avoir des implications en termes de perspectives d'ingénierie écologique, afin d'optimiser justement la dissipation des pesticides à l'échelle du bassin versant, ou voire limiter les transferts à l'échelle du paysage. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je voudrais remercier également tous les gestionnaires des sites qui ont été souvent sollicités, aussi bien pour des prélèvements que pour des informations relativement complexes sur les itinéraires de culture, et également les collègues du laboratoire qui ont participé à ces expérimentations. Merci Olivier. Une question peut-être et réaction. Oui, ma question pour Hélène, je voulais savoir si on a une petite idée des éléments qui ont été expliqués pour les parcelles qui sont conventionnelles et qui ont des taux de résidus vraiment très proches du bien, voire meilleurs que le bio. Alors, en fait, pour certaines molécules, on est finalement dans quelque chose qui est assez similaire au bio, puisque les exploitants des sites ont déclaré ne pas utiliser ni en 2015 ni en 2016 les molécules qu'on a retrouvées. Donc du coup, on a quelque chose qui est assez comparable entre le conventionnel et le bio, voilà. Ensuite, dans certains cas, sur certaines parcelles conventionnelles, on a mis en évidence des molécules à forte concentration, mais qui ont quand même été utilisées une ou deux fois avant le prélèvement. Donc là, il y a un petit biais de comparaison. Il faut qu'on rentre dans le détail vraiment des pratiques. Et après, ce qu'on voit, c'est que on a quand même, notamment le cas de la pâte mécanique, qu'on a du mal à expliquer, alors sauf en revenant et en croisant, et c'est ce qu'il nous reste à faire, avec Olivier, puisqu'on voit que cette molécule qui n'est pas du tout utilisée et qui est quand même très conséquente en conventionnel est absente en bio. Alors est-ce que c'est lié à la durée de vie et à sa persistance? Et du coup là, il faut qu'on revienne en 2014, 2013, en fait, il faut qu'on revienne dans les historiques de traitement, et justement pouvoir voir si on peut relier ça à la durée de vie, en fait. Et on n'a pas encore ces données. Pour compléter un petit peu, si on prend le cas de l'atrazine que tu as montré tout à la fin, finalement, en système conventionnel, on peut penser qu'elle peut continuer à être déboulonnée parce qu'on a finalement des communautés qui continuent à être stressées, même par d'autres molécules, et finalement des gènes peut-être communs, justement, qui sont partagés par rapport à l'acquisition de l'azote, notamment dans ces pesticides. Et ce qui peut expliquer finalement une dissipation parfois meilleure des molécules, finalement, quand on a finalement des pressions de sélection et des épandages qui perdurent. Bon, je ne dis pas qu'il faut continuer à utiliser des phytos et que tout se passera bien parce que les communautés microbiennes vont nous sauver, non, loin de là. Mais on peut avoir ça, alors qu'en bio, même si les communautés gardent leur aptitude, comme elles sont en dormance, finalement, ce potentiel finalement s'épuise avec le temps. Bon, après, voilà, en termes de reconversion de sol, ceci doit être réfléchi. Peut-être aussi, et ça, donc ça on verra peut-être en croisant notre étude cinétique avec les résultats d'Olivier, par rapport à cette histoire de résidus d'Olivier, il est possible que ce qu'on analyse soit finalement peu disponible et qu'on soit dans l'interface, on va dire, disponible et liée, parce que du coup on met quand même en œuvre des extractions assez drastiques, donc on a accès à une part qui est peut-être quand même pas tant disponible que ça, et du coup on retombe sur ce qu'Olivier a présenté, et c'est pour ça peut-être que finalement il n'y a pas trop de différence sur des molécules assez résistantes, héritées du passé, quand on compare les deux systèmes. Mais bon, les études cinétiques nous en diront peut-être un peu plus. Réaction dans la salle? C'est Nicolas Pujot, négoce agricole Centre-Atlantique.
Est-ce que dans la liste des 34 pesticides, certains étaient mis par traitement de semences? Ou est-ce que c'était que des produits phyto et vendus par traitement aérien? Il n'y a pas eu d'étude de fait du coup, par rapport à ça, par le mode d'accord. C'est tout ce qu'il faut qu'on interprète maintenant par rapport aux itinéraires techniques qu'on nous a donnés, les produits. En fait, on a tous les produits, on est rentré dans la formulation, on a trouvé des petites choses d'ailleurs qui manquent parfois, des aussi, des formulations phyto, donc en fait, cette question, en effet, il faut qu'on la voie. Sous quelle forme et comment le produit a été appliqué, y compris par rapport au conformement. Parce que parfois, on a la substance active et on n'avait pas forcément le produit initial, enfin le produit commercial ou le contraire. Donc là, on a tout, je vois sur 2015-2016, mais depuis quand même assez peu de temps. Là, il faut qu'on croise, et notamment souvent des questions. La façon dont le produit est apporté. On n'a pas les encodages de semences pour l'instant. Ça, c'est aussi des informations sur lesquelles on reviendra éventuellement pour des molécules inconnues, molécules qui ne sont pas dans la liste des produits qui ont été épandus par les agriculteurs. Et donc, si on a ce type de molécules, on essaie de voir si elles ne sont pas présentes dans les produits en enrobage de semences. Il y a pas mal de produits en enrobage de semences finalement qui pouvaient être avant épandus suite à des restrictions finalement se retrouvent aujourd'hui en enrobage. Donc c'est même pas dit que les enrobages de semences puissent être des témoins un petit peu négatifs par rapport à des questions de transfert aérien, puisque voilà, ces molécules avant étaient épandues par voie aérienne et se retrouvent aujourd'hui dans les enrobages. Oui, Stéphane Toulouse, il ne reste pas, il n'y en a pas. Je voulais juste savoir si l'horizon de sol réalisé, c'était 2015, c'est ça? Est-ce que si on avait fait plus de strat, est-ce qu'on aurait trouvé plein de choses? Alors, d'après la biblio, quand même, le potentiel de minéralisation, souvent, il décroît un petit peu avec la profondeur. Il décroît finalement avec la vie microbienne qui va être associée également à la décroissance avec la profondeur, avec également la diffusion de l'oxygène et des nutriments qui vont avec. Ouais.